Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le sénateur Joseph Lambert préconise le dialogue afin de parvenir à un large consensus indispensable pour une solution durable à la crise. L'élu du Sud-Est rejette la proposition d'accord de la Commission pour la recherche d'une solution haïtienne à la crise. L'envoyé spécial des États-Unis pour Haïti, Daniel Foote, affirme dans un tweet que son pays supporte les processus de dialogue initiés par les Haïtiens, y compris les partis politiques, la société civile et le secteur privé des affaires. L'économie haïtienne a été sérieusement affectée par le séisme du 14 août dernier, selon l'économiste Enomi Germain, qui espère que l'État haïtien fera une gestion rationnelle de l'aide humanitaire. Le président du Sénat haïtien, M. Joseph Lambert, rejette la proposition d'accord de la Commission pour la recherche d'une solution haïtienne à la crise. Le sénateur Lambert reste attaché à l'accord de la plateforme d'entente nationale, PEN, paraphé par 250 organisations et partis politiques. Le Sénat constitue le seul îlot de légitimité dans le pays, a martelé M. Lambert, faisant valoir que seuls les 10 élus peuvent prendre des décisions au nom du peuple. Fort de l'appui du Sénat et des partis politiques signataires de l'accord du PEN, M. Lambert préconise le dialogue afin de parvenir à un large consensus indispensable pour une solution durable à la crise. On a invité un ensemble d'acteurs pour ne pas frapper l'estomac, pour dire que c'est nous-mêmes qui avons autorité pour désigner X, ou bien pour désigner Y, ou bien pour rejeter X, ou bien pour rejeter Y. Si tu as un groupe de monde qui doit parler au nom du peuple, dans cette conjoncture particulière, il n'y a qu'un groupe. Le Sénat de la République, qui bénéficiait de mandat populaire, qui bénéficiait de légitimité institutionnelle, légitimité populaire et légitimité constitutionnelle. Mais ce n'est pas ça la réalité. La réalité, il faut toujours, dans cette situation spéciale, arriver à joindre des solutions appropriées qui regroupent tout secteur à travers le dialogue, un vrai dialogue constructif qui doit déboucher sur un vrai accord entre tout groupe à quelque niveau ou à quelque chapelle politique auquel ils puissent appartenir. C'est ça ce carrefour historique qui fait qu'aujourd'hui, le maître mot, c'est le dialogue. Haïti doit être un pays de dialogue, dialogue en permanence. Que personne ne pas vanter. Tête comme quoi c'est eux-mêmes qui gagnent la science infuse pour résoudre un problème. Parce que, je viens de dire, pendant que nous avons parlé là, nous gagnons une nécessité pour que nous ayons un compromis politique. Et je dis bien, un compromis politique. L'idée incontournable. Le PEN, comme un mastodonte, c'est désigné Joseph Lambert comme président du Sénat, comme président provisoire. Mais je ne suis pas encore au Palais national. Le Sénat a voté pour le sénateur Lambert, mais je ne suis pas encore au Palais national. Même si d'autres groupes vont désigner X, Y, Z comme président, mais comme premier ministre, de la même façon que moi,
ne peut pas arriver dans le palais national. Il faut cette mise en commun. Mise en commun de tout ça que nous sommes capables de produire de positif, et par conséquent, tout document et toute réflexion qui est faite pour une solution durable à la crise, eh bien, c'est des solutions qui, pour moi-même, doivent mener nous vers ça que nous déclarons, ça que nous gagnons, comme seul dénominateur commun, Haïti, pour nous retirer Haïti dans sa vie. Pas gagner des gros accords, pas gagner des moyens accords, pas gagner des petits accords. Nous avons besoin, ça aurait véritablement à cet accord global avec tout le monde, au maximum de monde, pour qu'une fois pour toutes, nous sortions côté nous là. L'administration américaine renouvelle son soutien au processus de dialogue initié par les Haïtiens dans la perspective de trouver une solution à la crise. Dans un tweet publié en date du 31 août, l'envoyé spécial des États-Unis pour Haïti, Daniel Foote, souligne que les États-Unis supportent le processus de dialogue dirigé par les Haïtiens, y compris les partis politiques, la société civile et le secteur privé. Nous partageons leur objectif d'un avenir plus stable, prospère, sûr et plein d'espoir pour le peuple haïtien, a poursuivi le diplomate à travers le message dévoilé sur Twitter. A rappeler que plusieurs propositions d'accord sont en discussion alors que le pays s'enfonce davantage dans la crise multidimensionnelle. Les premières évaluations menées par des observateurs montrent que le Sud est l'un des 3 départements les plus durement frappés par le séisme du 14 août dernier. Selon Jean Palerme Mathurin, les dégâts causés par le tremblement de terre sont beaucoup plus importants qu'on ne le pense. Il invite les autorités à mieux coordonner l'aide dans la péninsule du Sud. Équipe montée directement sur terrain tout chaud, les bagailles là à passer. Propre caille de vacances PAM, qui dans Morancy, dans la côte sud, à l'embouchure de la rivière de Cavaillon, crasé. Caille matin, côté me lever comme petit monde, côté terrain football, côté toute bagaille, ça a été crasé. Ça c'est dans ville au caille. Donc pour sortir petit bureau, pour traverser et toute commune, les Anglais Chardonnières et Port-à-Piment et la Kawane, et pour rentrer sur Saint-Jean-du-Sud, et pour salut Saint-Jean-du-Sud, et rentrer dans la ville locale, et aller à Niquet, faire Campirin, Maniche, et remonter vers Cavaillon, monter vers Saint-Louis-du-Sud, et Aquin, toute commune ça a frappé. La même bagarre a passé, peut-être de façon plus segmentée, sur la commune des Nip. Baradère, par exemple, sont zones qui affectaient terriblement de l'entrée de la ville et au bord de la mer pour monter dans les communes, dans les sections communales les plus reculées. Même bagarre a passé dans les communes de l'asile, étaient terriblement impactées, qui lui-même sont communes de haute montagne, et Anneau, Titrou de Nip, c'est des zones qui sont terriblement impactées. Dans la Grandance, et c'est encore aussi grave, peut-être en termes de nombre de morts, c'est peut-être pas aussi élevé que ce qu'on a enregistré dans le sud. Et m'a dit que jusqu'à minute, ça a parlé à là, observation que nous faisons révélait que il y a un grand écart entre quantité de monde qui annoncé dans le rapport, qui mourit, par rapport à ça que nous recevons, non seulement d'observation directe, mais ça équipe nous qui dans différentes zones ça rapporté nous. Dans la section communale de Marceline, qui c'est une section de la commune de Campirin, dans la seule commune ça, qui passait sous commune Marceline, c'est 1217 personnes et que y a déjà enregistré dans la commune de Cavaillon, qui y a des gros dégâts qui fait là-dedans tout, mais le nombre de morts sur l'ensemble de la commune est moindre. Ok, dans Saint-Louis-du-Sud, c'est presque même bagaille là. Dans Aquin, c'est presque même bagaille là, avec un nombre moindre de concentration de morts. Mais l'autre bagaille qui, en termes de conséquences, n'a gardé, c'est la façon que le tremblement de terre ça a opéré.
c'est que on connaît le territoire département du Sud, son territoire qui est très montagneux. Et presque toutes zones qui frappent, c'est des zones qui sont situées en montagne. Et c'est dans des zones de montagne raides. Et la façon que le sol là, est diffusé et ondes et tremblements de terre là, c'est que il y a près de 300 personnes, c'est englouti, terre englouti. Il y a des gens qui sont fans, ils ont pied, ils ont campé, ils n'ont pas qu'à bouger, et puis qui sont fans. À la lumière de ça, où vivre, et dans la tournée qu'on fait dans le Grand Sud, on pensait que capable de gagner n'importe 5000 personnes qui mourir? Possible, amplement possible, même au-delà. Même au-delà? Même au-delà, parce que on connaît que la population a gaillé dans le territoire et volume de monde qui pas retourné. Il y a des familles qui détruisent net, mais il y a des familles qui ont des gens qui lèvent depuis à 4 h du matin, qui ont fait jardin. On ne sait pas retourner. On va retourner. Donc, et côté, Jean territoire, il tremblait du nord de la presqu'île du Grand Sud vers le sud, et il traversait des baradères, du large des baradères, donc Pan, Versant et Grandance et Nip vers le sud. Il traversait tout le territoire ça. Et côté le traversé, ou bien des côtés sous route nationale, où est comment massacre que ça attaque à faire pour se tirer sur route là ou ouvert route. Il ouvert de zones de montagne, il rapproché de zones de montagne. Donc moun côté le prend là dans zone ça et tout aller ensemble avec là. Là c'est 3 départements qui terriblement frappés. Donc les plus étendus et on a l'impression que l'aide a privé, mais l'aide là arrivée à goutte à goutte. L'aide là assez faible devant immensité problème. Quantité de monde qui a dormi encore à la Belle Étoile, c'est un bagage extraordinaire parce que caillou cassé. C'est comme si que parce que c'est de la province. C'est quand la province c'est monde en dehors, son paquet de monde pauvre. Donc il n'y a pas d'intérêt saleté gagné par rapport à l'ouest là. Qui dit catastrophe naturelle dit aide humanitaire. Cette aide peut prendre toutes sortes de formes, envoi de médecins, envoi de nourriture et ou tout simplement envoi d'argent. En quoi les sommes d'argent envoyées en Haïti par le FMI, par le CRIF, peuvent-ils impacter l'économie du pays? C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui avec notre ami Enomi Germain, économiste. Bonsoir Enomi. Alors bonsoir Serge et bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous regardent. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Là, nous parlons déjà de quelques millions, même quelques centaines de millions. Le FMI d'un côté, le CRIF de l'autre, mais le CRIF, c'est l'assurance, c'est un domaine un peu... En quoi cela impacte l'économie du pays? Bon, alors, d'abord, pour le FMI, évidemment, c'est 224 millions de dollars américains, mais il y a une petite précision par rapport à ça, c'est que l'argent du FMI n'est pas spécifiquement pour répondre aux besoins du séisme. Parce que cet argent s'inscrit dans un cadre global décidé par le FMI, en tout cas pour aider les différents pays du monde entier à se relever de la COVID-19. On parle là de 650 milliards de dollars américains pour le monde. Et Haïti a une quote-part au FMI. Quote-part, c'est comme si Haïti avait contribué à hauteur pratiquement de 224 millions de dollars américains. Eh bien, Haïti bénéficie des 224 millions de dollars américains pour faire face évidemment aux impacts économiques causés par la pandémie de COVID-19. Donc comme évidemment on est frappé par cette catastrophe naturelle, eh bien il y aura de toute façon des interventions qui iront dans ce sens-là. Mais cet argent-là n'était pas forcément pour les catastrophes naturelles. Maintenant, les 40 millions de dollars américains, ou plus précisément 39,9 millions de dollars américains de CICRIF, c'est, on va dire, une police d'assurance qu'il y a dans la Caraïbe pour les différents pays et pour aider les pays à faire face aux catastrophes naturelles, aux catastrophes climatiques ou globalement aux catastrophes naturelles. Donc, quand on reçoit une prime d'assurance, quand on reçoit une indemnité, c'est justement pour corriger les dégâts.
C'est-à-dire que Haïti était victime du tremblement de terre qui a causé pas mal de dégâts sur le plan économique. Peut-être qu'on va voir ça tout à l'heure. Eh bien, cet argent-là va aider en quoi? C'est d'abord pour répondre aux besoins les plus urgents. Et quels sont les besoins les plus urgents? Il n'y a pas une évaluation exhaustive déjà, on est d'accord. D'ailleurs, c'est hier seulement que le gouvernement a lancé ce qu'on appelle le PDNA. PDNA, qui c'est le plan de relèvement et de développement national d'Haïti. Eh bien, mais les Nations Unies et la Banque mondiale ont identifié des secteurs prioritaires, qui c'est l'alimentation, parce que les gens ont besoin d'aliments, qui c'est deuxièmement la question de l'éducation, parce que de toute façon, il faut penser à la réouverture des classes. Et troisièmement, il y a l'abri. Quand on dit l'abri, c'est-à-dire ces gens-là qui n'ont absolument rien, comment leur aider en quelque sorte. Donc, on ne peut pas parler d'impact sur l'économie nationale de cet argent, puisque cet argent est là pour, en tout cas, répondre aux besoins les plus urgents. Donc, on est dans la gestion de l'urgence. Après, la reconstruction, ce sera peut-être autre chose. Oui, ce sera même certainement autre chose. Espérons que ce ne soit pas une réplique de 2010. Parce qu'en 2010, on a eu des promesses qui se chiffraient par milliards, dizaines de milliards. Résultat personne ne sait ni combien d'argent est rentré, ni surtout par quel chemin il est sorti. Alors, il y a un document, il y a un ensemble de documents sur la question, si vous voulez rapidement. Je sais que ce n'est pas une question. C'est que, après le 12 janvier 2010, il y a eu une solidarité internationale. Une solidarité, écoutez, il y a eu plusieurs événements et les promesses équivalaient autrefois à 10 milliards de dollars environ. Les décaissements, d'après les documents, c'était donc autour de 6 milliards de dollars américains. En tout cas, plus exactement, c'est 6,04 milliards de dollars américains pour aider, le pays à faire face aux urgences, et deuxièmement, pour contribuer aux efforts, justement, de reconstruction. Par rapport aux urgences, vous et moi, nous connaissons justement le résultat. L'urgence n'a pas été bien gérée. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ne sont pas relogés. Et d'ailleurs, il y a eu un rapport, d'une institution américaine, du Congrès américain, qui a dit qu'il y a une institution en Haïti qui a dépensé 1 milliard de dollars américains pour construire 6 abris d'urgence. C'est-à-dire qu'on a vu ça dans le rapport. On peut le citer, c'était partout, c'était la Croix-Rouge. Justement. Donc, c'est-à-dire qu'on est d'accord. Du côté de l'urgence, il n'y a pas eu de résultat. Et du côté de la reconstruction, on le connaît, le pays n'a pas été reconstruit. Jusqu'à présent, le pays est dans l'urgence de la reconstruction. Donc, ça a été une catastrophe 2010. Oui, non, mais ça, Enomi, là, on en est encore à essayer de faire le bilan en vies humaines. Ouais. Ça varie de 2000 à 12 000. C'est pas très sérieux. Bon, enfin, on sait que ce ne sera pas moins de 2000 et probablement aux environs de 10 ou 12 000. Donc pas d'impact marquant sur l'économie du pays. Les 200 et quelques millions du FMI, c'est sous forme de dons, ce sera par décaissement progressif. Comment ça se fait? Non, alors, il y a le gouverneur de la Banque centrale qui a donné une conférence de presse accompagnée du ministère de l'économie et des finances cette semaine sur la question. Ils n'ont pas donné les modalités. Ils ont dit que ces autorités ont dit que, écoutez, ils vont voir comment est-ce qu'ils peuvent négocier le décaissement. Mais ce qui est clair, c'est que justement, l'argent est accordé, la décision, elle est prise, étant donné que c'est une décision globale. Maintenant, pour le décaissement, c'est-à-dire comment ça va se faire, les modalités de décaissement, eh bien, on ne connaît pas encore à date. Bon, ben écoutez... Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre sur cette question, sur l'aspect catastrophe et économie du pays, le bilan enfin, autre chose qui me frappe, je me rappelle après Katrina, là actuellement, avec Ida qui a frappé les États-Unis, dans les 24 ou 48 heures, les autorités chiffraient déjà le montant des dégâts. Le montant des dégâts. Aujourd'hui, chiffraient le montant des dégâts. Évidemment. Ici, en Haïti, il n'y a absolument rien qui a été fait après combien? 2 semaines? Après 2 semaines. Maintenant, ce qu'on peut dire, comme vous parlez d'abord, on va venir sur, on va dire, une estimation des dégâts, peut-être puisqu'il y a la Banque mondiale qui a essayé de faire quelque chose. Maintenant, la première chose, c'est que quand on parle d'impact de ce séisme sur l'économie, il y a pour moi 2 aspects fondamentaux qu'il faut voir. D'abord, sur les ménages
ménages, parce que au fait, quand il y a une catastrophe comme ça, il y a un ensemble de ménages qui perdent justement leur activité. Donc ça veut dire automatiquement ce sont des gens qui sont basculés dans la pauvreté, d'autant plus que on parle d'une région dans laquelle les gens sont très vulnérables. D'ailleurs, cette région est moyennement plus pauvre que le reste du pays. D'ailleurs, dans la Grande-Anse, le taux de pauvreté est estimé à 80% déjà, et dans les NIP, c'est 67%, alors que dans le sud, le département du sud, c'est 66%, pour une pauvreté globale en Haïti d'environ 66%. Autrement dit, la région est moyennement plus pauvre que le reste du pays. Donc, le premier impact, c'est en termes de pauvreté. Et d'autant plus que la Banque mondiale a estimé que les dégâts les dégâts concernent le secteur privé à 2 tiers. C'est-à-dire qu'un tiers des dégâts, c'est du côté du secteur privé, alors 2 tiers du côté du secteur privé, 1 tiers du côté de l'État. Donc, il y a des gens qui ont eu de petits boulots qui étaient des employés, mais ces gens-là perdent leur emploi. Donc, on va parler de conséquences en termes de pauvreté, puisque ce sont des gens qui sont désarmés par le tremblement de terre de leur activité économique en quelque sorte. Ça, c'est le premier aspect d'impact. Maintenant, le deuxième aspect, justement, c'est au niveau de l'économie nationale, puisque on parle d'une région qui pratiquait 3 activités extrêmement importantes pour le pays. D'abord, c'était l'agriculture. C'était une région qui pratiquait beaucoup d'agriculture. Oui. D'ailleurs, la majorité des produits agricoles typiques de ce pays proviennent de cette région-là. C'est-à-dire que l'agriculture est frappée et ça, justement, c'est un impact majeur. Deuxièmement, ils pratiquaient le tourisme, cette région-là, le tourisme, et après, il y a eu l'élevage. Eh bien, quand on prend les impacts au niveau de ces secteurs-là, ça va se ressentir au niveau national, puisque c'est une économie qui est supportée, en tout cas, très certainement par l'agriculture. Donc, on va ressentir les impacts au niveau national et on va avoir les résultats réels au niveau du PIB. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte que, écoutez, la croissance économique peut-être sera négative. D'ailleurs, le gouverneur l'a dit. C'est qu'une troisième fois de suite, troisième fois, 2019, moins 1,7%, 2020, pratiquement moins 3,5%, alors qu'on va être en situation de croissance négative, évidemment à cause du tremblement de terre, évidemment à cause de la COVID-19 en plus. Donc là, quand on parle d'impact, il faut voir les impacts, au niveau des ménages, et deuxièmement sur l'économie de manière globale. Mais maintenant, on a parlé d'une estimation chiffrée justement des dégâts. Il y a la Banque mondiale et les Nations unies qui ont essayé de faire quelque chose. Ils ont dit qu'ils ont procédé à la cueillette des données par télésatellite. Ils ont dit qu'ils ont constaté que les impacts, les dommages, si vous voulez, les pertes peuvent être estimés à 1,12 milliard de dollars américains. C'est-à-dire que c'est par télé-satellite, ces données-là ne sont pas complétées. Quand les données sont complétées, pour moi-même, je pense que les dégâts vont être estimés à entre 35% et 40% du PIB national. Parce qu'il ne faut pas oublier, Mathieu, et dans cette région-là avait causé des dommages qui équivalaient à 32% de la richesse totale nationale, du PIB national. Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 était autour de 120% du PIB. Moi, je pense qu'on sera aux alentours de 40% du PIB, c'est-à-dire des pertes qui dépassent peut-être les 3 milliards de dollars américains. Bon, oui, ça fait toujours très peur quand on passe des lions aux liards. C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile, on a déjà du mal à imaginer. Bon, Enobi, merci d'être venu jusqu'à nous pour nous apporter ces éclaircissements sur ces questions monétaires, le rôle du FMI, du CECRIF et autres, et l'impact que ça peut avoir. Surtout donc sur le PIB. Merci beaucoup Enomi, à très bientôt. À très bientôt, le plaisir est pour moi, Serge. Voilà, c'était Enomi Germain, économiste, qui jetait un petit coup de projecteur sur quelques aspects économiques liés à ce tremblement de terre du 14 août. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.